On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Mazuric. Claude Mazuric, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Thonon-les-Bains en 1932, au siècle dernier, et je ne me sens jamais autre chose que savoyard. Même si j'ai vécu dans beaucoup d'endroits en France, et quelquefois à l'étranger, je reviens toujours vers la Savoie, qui m'a connu jeune, que j'ai découverte dans ma jeunesse, un peu dans ses profondeurs, c'est-à-dire par la montagne et par les eaux. La montagne, dans le Beaufortin, et aussi dans le Chablais, mais surtout dans le Beaufortin, dont je crois avoir gravi à peu près tous les sommets accessibles. Ils sont en général tous inférieurs à 3000 mètres, donc on n'a pas besoin d'être un varapiste chevronné. Il faut simplement avoir du souffle, marcher et ne pas craindre à la fois l'effort d'endurance, mais aussi la capacité d'admiration. Parce que ce qu'on voit du Beaufortin ne se voit jamais ailleurs dans les Alpes, c'est-à-dire le Mont Blanc du côté de son revers occidental et méridional, et puis d'autre part l'infinité des sommets alpins du côté de la Vanoise. Voilà, alors j'adore la Savoie et j'adore en particulier le Beaufortin. Alors j'y viens là, tout simplement parce que mon fils, qui est lui-même un montagnard, un alpiniste et un vaillant skieur, un skieur chevronné, vient d'acheter un chalet qui a appartenu autrefois à l'une de mes tantes. C'était une grange, et préparant en quelque sorte une sorte de résidence familiale, il m'a invité à redécouvrir avec lui cette Savoie perpétuelle en quelque sorte. Ce chalet date de 1820, donc il est de la période sarde, piémontaise sarde, mais il a tous des caractères de ces chalets du Beaufortin, fait de rondins, de bois, dont le confort est toujours limité, illusoire, mais le point de vue magnifique et la chaleur de l'habitat réel. Et puis nous sommes enfin au milieu de ce massif extraordinaire du Beaufortin, qui est un des massifs centraux des Alpes, l'épine dorsale, donc en schiste et en granit, avec une couverture calcaire, mais qui donne des coloris aux prés et une profondeur aux forêts qu'on ne retrouve que très rarement dans les massifs alpins. Claude, votre mère était beaufortaine. Ma mère était à Villars-sur-Doron en 1901. Elle était la fille d'un alpagiste qui fabriquait du gruyère, qu'il vendait d'ailleurs dans la zone libre à des marchands genevois ou lyonnais, et qui possédait d'autre part des bois. Mais il produit une situation tout à fait extraordinaire, qui est une histoire singulière. Comme vous le savez, la guerre de 1914, elle avait donc à peu près 16-17 ans, entre 15 et 18 ans. La guerre de 1914 a été une guerre où le cheval était, comme dans les armées d'avant la guerre industrielle, un moyen de guerre considérable pour les charrois, la préparation, le train et l'activité même à la limite du front. Ce qui fait que le foin était réquisitionné. Mais le foin, c'est l'épine dorsale de l'activité pastorale, dans les Alpes, en particulier dans le Beaufortin. Et donc, ce grand-père alpagiste devait nourrir ses vaches et celles de ceux qui lui confiaient durant l'été, dans les estives, dans les alpages, et il fallait trouver du foin. Alors, plutôt que trouver du foin qui était introuvable et qui est hors de prix à cause des réquisitions militaires, il a eu l'idée de transporter ses vaches en Camargue et de louer des prés d'hiver, là où aujourd'hui on cultive du riz. À l'époque, c'était des prairies à foin, mais qui l'hiver étaient des prairies inoccupées. Et grâce à cela, il a pu conserver son troupeau et il a envoyé ses enfants pour garder les vaches dans cette région. C'est ainsi que ma mère s'est retrouvée dans la région de Silveréal, en Petite Camargue, à garder les vaches avec son frère et à expédier le lait des traites, soit à Marseille, soit à Nîmes. Et là, elle a rencontré un jeune homme languedocien qui est un grand mutilé de guerre, mon père, qui avait perdu une épaule à la guerre, qui était blessé aux 2/3, qui était un mutilé de guerre, un paysan comme elle, mais qui ne veut plus être paysan, on n'est pas paysan quand on n'a pas deux bras, et donc qui avait été repris en quelque sorte, après une formation acquise à l'école des mutilés de Nîmes, dans les chemins de fer de Camargue. Et donc la petite gare, où il officiait comme seul chef de gare et seul employé, était la petite gare où cette jeune bergère apportait le lait, venait chercher le sel pour les vaches. Et donc, ils se sont rencontrés, mariés en 1919, à Villars-sur-Doron. Et c'était une très grande originalité. D'abord, ces deux ascendances rurales, l'une du Languedoc, l'autre de la Savoie, se doublaient d'une différenciation
étonnante. Mon père était d'une famille huguenote protestante des Cévennes, et ma mère était au contraire une catholique, très fermement catholique. Elle était d'ailleurs assez peu croyante, mais elle était en tous les cas très respectueuse de la discipline épiscopale et ultramontaine. Voilà, ils se sont rencontrés, c'est leur affaire, ils se sont aimés, et ils ont eu 3 enfants, mes 2 sœurs et moi-même, qui suis intervenu. Mes sœurs avaient 12 ans et 10 ans de plus que moi. Voilà. Alors, mon père ensuite a quitté les chemins de fer pour rentrer dans l'administration des douanes, où il a fini sa carrière comme inspecteur principal des douanes, mais par la promotion interne dans la fonction publique. Voilà. Et nous avons donc cessé d'être d'ascendance paysanne. Nous sommes des urbains, première génération des urbains, mais nous avons conservé nos relations avec la totalité de nos familles respectives, qui sont des familles de viticulteurs ou dans le Languedoc, ou ici d'alpagistes. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve à la fois être un Nîmois, un demi-Cévenol et un parfait Savoyard. Claude Mazurek, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé par faire des études. Alors, à Thonon-les-Bains, où je suis né, j'ai fait le cursus classique des élèves. J'ai été renvoyé au collège de Thonon, qui est devenu aujourd'hui le lycée Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai fait des études correctes. J'ai eu une interruption pour des raisons de santé. J'ai été tuberculeux pendant 2 ans et donc au sanatorium des lycéens et collégiens de Neufmoutier-en-Brie. C'était à la fois une coupure dramatique dans le cursus scolaire, mais par contre, c'était un lieu de fermentation intellectuelle et de découverte de la culture littéraire comme on n'en improvise jamais. On ne peut pas les imaginer. On lisait 8 heures par jour, 9 heures par jour pendant 2 ans. Donc j'ai dévoré avec passion les auteurs, même des auteurs auxquels je ne comprenais absolument rien. Je tombais des nues. Sartre, c'était la grande mode, c'était en 1947-1949. Marx également, que j'ai découvert à cette occasion, et beaucoup d'autres. Et puis j'ai lu un peu comme l'autodidacte de Sartre dans La nausée, tout ce qui me tombait sous la main dans l'ordre. Et par exemple, j'ai lu tout le théâtre de Racine parce qu'on avait les œuvres complètes, etc. Et quand je suis revenu, j'ai passé le baccalauréat, mais je n'avais aucune formation scolaire. J'avais oublié, j'étais rentré en Sanac à l'entrée en seconde. Et j'étais meilleur en mathématiques et en sciences qu'en lettres. Mais des mathématiques et en sciences, je n'en ai jamais fait en Sanac parce qu'on n'est pas de professeur, on n'a pas d'enseignement. Donc, j'ai préparé le baccalauréat par correspondance. Je l'ai eu avec mathématiques que j'ai appris tout seul. Et puis un peu de latin, enfin bref, tout ce qu'il fallait pour passer le bac. J'ai passé le bac, mais je ne savais rien. Sauf que j'avais quand même acquis beaucoup de connaissances un peu éparses comme un autodidacte. Et ma seconde sœur, Renée, qui était née en 1922, qui était donc largement mon aînée, 10 ans de plus, m'a dit « Tu devrais essayer de chercher une formation complémentaire pour te rassurer dans tes études ». Elle a entendu parler, mais nous n'en savions rien du tout dans la famille, des classes préparatoires à l'école normale supérieure. Comme on ne savait pas ce que c'était, ça nous a paru tout à fait accessible, naïf. Et ma sœur a obtenu, après une rencontre avec le proviseur du lycée Henri IV à Paris, que j'y sois accepté. Et ce proviseur, M. Kamenen, a dit « Tiens, ça serait original que pour une fois on en ait un qui sorte du moule ». Et je me suis retrouvé à H4, élève d'Hippocagne, débarquant au fond comme un martien. Mais j'en ai tiré un grand profit. J'ai beaucoup appris. J'ai appris l'ordre de la pensée, l'organisation du travail, la rigueur des analyses, la nécessité d'approfondir ce qu'on croit savoir et de le questionner, c'est-à-dire l'esprit critique. Et puis j'ai eu des professeurs admirables, notamment un professeur de latin qui était inspecteur général ensuite, Hugoni, un professeur de philosophie qui était très convaincant, un élève d'Alain, il faisait l'apologie d'Alain dans tous les cours, mais surtout un formidable professeur d'histoire, Michel Fourdiol, qui était d'origine nîmoise, protestant nîmois, qui était un libéral au plein sens du terme, un disciple de Guizot, mais qui avait une connaissance de l'histoire absolument magnifique. Et il en parlait avec un enthousiasme et une volonté de convaincre. C'était un terroriste en classe. On n'avait pas le droit de regarder par la fenêtre. On ne devait le regarder que lui et son tableau. Mais il m'a séduit et j'ai dit, voilà, ma discipline, c'est l'histoire. Bon, j'ai quitté l'Hippocagne parce que pour la CAD, il fallait une matière complémentaire. Moi, je n'avais pas de matière complémentaire puisque j'étais mathématicien. J'avais fait des maths dans le second degré. Donc, il fallait que je fasse maths sup. Comment on fait une Hippocagne avec maths sup ? Pendant 1 an, j'ai jonglé pour essayer de faire croire que je le faisais, mais c'était évident que je ne pouvais pas y arriver. Il fallait donc, le proviseur m'avait dit, vous apprenez l'allemand ou le grec ou n'importe quoi, et ça marche, il faut une deuxième matière. Je ne me suis pas senti l'envie de rentrer dans ce genre
d'arrangement. Et donc, je suis parti à la Sorbonne, où j'ai fait un cursus absolument classique. Et puis, voilà, j'ai passé l'agrégation d'histoire du premier coup en 1957. Et après, j'ai été professeur pendant 8 ans dans divers lycées. À Valence, d'abord, moi je rêvais d'être nommé à Thonon. L'inspecteur général m'avait dit, mais non, les agrégés vont dans les préfectures, dans les grandes villes. Alors, j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous me proposez? Il m'a dit, Valence dans la Drôme. D'accord, je suis parti de Valence dans la Drôme. Et je suis resté 2 ans. Puis ensuite, j'ai obtenu ma mutation à Paris comme directeur d'études dans un établissement de soins qui s'appelait la Poscure de la MGN à Maison Lafitte. Et puis ensuite, avec ma première épouse, nous avons cherché un poste double quand elle-même a fini ses études. Et on nous a proposé Rouen, lycée Corneille, lycée Jeanne d'Arc. Ça nous a convaincus. C'était joli quand même. 2 noms, lycée Corneille, lycée Jeanne d'Arc, pourquoi pas? Donc nous sommes allés en Normandie et j'y ai passé 31 années parce qu'entre-temps, on a créé l'université de Rouen qui a fait appel à des professeurs de lycée pour venir occuper les emplois que l'on créait pour répondre à la demande de formation supérieure. Et j'étais pas très content d'aller à la fac. Quand je dis ça aujourd'hui aux plus jeunes, ça leur paraît toujours exotique. Mais c'est tout simplement parce que moi, j'aurais préféré avoir une classe préparatoire à la grande école. On annonçait la création d'une hypocagne et d'une cagne et que j'avais quelque chance de l'obtenir. L'inspecteur général m'était très favorable. Mais c'est mon maître Seboul, avec lequel j'avais commencé des recherches, Albert Seboul, qui était professeur à Clermont-Ferrand, puis ensuite à la Sorbonne, qui m'a dit « Mais non, 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 je m'excuse du mot, c'est une connerie, c'est une connerie. Il faut rentrer dans l'enseignement supérieur si on le peut, parce que c'est le seul moyen, quand on est historien, de faire de la recherche historique. » Alors, c'était moins l'enseignement qui devenait déterminant que celui de la recherche. Et puis il me dit « Rouen, c'est très bien, parce qu'il y a de très belles archives, ce qui est vrai, mais incomplètes. » Et donc, je suis parti à Rouen et je suis devenu enseignant-chercheur. Après, j'ai fait une carrière universitaire classique. J'y suis resté jusqu'à ma retraite en 1996. Voilà. Mais j'ai jamais cessé d'être savoyard, fils de Sénol. Claude Mazoric, est-ce que vous voulez bien nous parler de ce dernier ouvrage que vous avez écrit et qui s'intitule « Au bord du gouffre » ? Volontiers. D'abord, au bord du gouffre, c'est le gouffre où, inévitablement, quand on arrive au terme de sa vie, on passera. Quelque représentation qu'on se fasse de l'après. C'est toujours une chute dans un gouffre. Voilà, alors au bord du gouffre, parce que tout simplement, j'arrivais en 2016-2017 à 85 ans, et qu'un être rationnel sait que la vie est limitée et que de toute façon, elle s'achève. Donc c'était mon gouffre personnel, si j'ose dire. Mais aussi parce que je crois que nous vivons une époque, et ça je le crois profondément, et encore plus aujourd'hui que quand j'ai commencé cet ouvrage, où la question de la survie de l'humanité est une question concrète, réelle. Une guerre mondiale nucléaire aujourd'hui, c'est une guerre qui fait disparaître la vie à la surface de la Terre, l'équivalent de ce que le globe a connu dans les mutations du monde vivant. C'est une réalité. Et on est toujours au bord de cette guerre nucléaire, parce que l'arsenal existe. Et même si tout le monde est rationnel et le sait, on peut très bien imaginer un mécanisme qui entraîne à cette catastrophe. Et on voit bien qu'on passe à côté très souvent, fort souvent. On a connu la crise, par exemple, des fusées à Cuba. Maintenant, ces histoires du Proche-Orient et le jeu absurde qui consiste à la fois à jouer à la menace et à y échapper par des arguties finales. Mais la menace est réelle. Et puis d'autre part, il y a l'usure de la surface de la Terre par l'humanité elle-même. C'était déjà dans le rêve de Platon l'idée qu'il y avait une boule de chair qui finirait par dévorer l'espace, où l'espace ne permettrait plus à la vie de survivre, en quelque sorte, et s'effacerait. Et nous sommes dans cette situation. C'était évident que là, le risque est un risque majeur si on n'a pas la volonté rationnelle de maîtriser à la fois notre propre développement, notre propre activité d'humanité pensante et consciente, et d'autre part, de préserver les conditions mêmes de la reproduction de la vie elle-même, dans laquelle nous ne sommes qu'une partie, certes noble, tout ce qu'on voudra, élue peut-être, j'en sais rien, ça c'est des points de vue multiples qui peuvent s'affronter, mais enfin, dont nous sommes en partie responsables, et largement responsables quand on voit la dégradation de l'environnement. Alors, au bord du gouffre, c'est parce que nous ne sommes pas dans le gouffre, nous sommes au bord, donc ce n'est pas un appel au secours, c'est un appel à la conscience. Et enfin, dernier point, j'ai eu ce sentiment en pensant à mon pays, à la France, tout simplement, où on tourne inlassablement autour du pot de la question des inégalités sociales qui crée une fracture telle dans la société que cette société devient irresponsable. Voilà. Et donc, je prends ma part de la critique que cela implique. Alors, j'ai été formé à l'esprit critique, je suis
nourri de la pensée de Karl Marx, nourri profondément. Je crois avoir à peu près tout lu, enfin tout lu ce qu'on peut lire en français. Et je pense que les échéances sont telles qu'on ne peut pas fermer les écoutilles. Voilà. Donc moi j'ai essayé de ne pas fermer les écoutilles et de le dire. Alors les choses que je vois ou que j'analyse ou que je critique se déroulent sur toute une série de plans. Le plan politique, ça va sans dire. Alors mon bouquin a beaucoup vieilli parce qu'il a 3 ans. Alors évidemment, on a vu des tas de choses depuis, etc. Mais enfin, c'était ma motivation affective, disons, subjective, personnelle. Mais il y a d'autres réflexions. La comparaison, par exemple, des cycles révolutionnaires. La Révolution française, un moment important et qui laisse des traces. Mon refus également de ce qu'on appelle le présentisme. Hartog en a beaucoup parlé, Régis Debray également. C'est-à-dire la réduction de l'expérience humaine et de la responsabilité au temps dans lequel nous vivons, alors que nous sommes inscrits dans des longues durées. L'interconnexion des civilisations du monde, par exemple avec la Chine aujourd'hui, nous montre bien que, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ça ne change rien. Nous sommes embarqués collectivement à la surface de la Terre dans une histoire qui est aujourd'hui de plus en plus une histoire connectée. Et donc, perdre de vue cette réalité-là, c'est se priver des moyens d'agir dans une situation particulièrement difficile. Voilà, alors le bord du gouffre, c'est ma manière à moi de dire d'abord il y a un gouffre, on risque d'y tomber à chaque instant, mais si on le sait, peut-être trouverons-nous les moyens de l'éviter. Donc voilà, on m'a dit que c'était un livre pessimiste. Non, c'est un livre lucide. Pessimiste peut-être, mais pessimiste au sens où on disait de Jean-Jacques Rousseau qu'il était pessimiste. Moi, je suis très rousseauiste. J'ai tout lu Marx, je crois, enfin, tout ce qu'on peut lire en français, parce que je n'ai pas une maîtrise de l'allemand qui me permette de le lire dans sa langue propre. Mais mon grand inspirateur, l'aspirateur fondamental, c'est Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'est pas mal pour un Chablaisien, quand même. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Claude Mazurek intitulé « Au bord du gouffre », publié aux éditions Arcane 17. Claude Mazurek, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.